Donnez-moi un musée et je le remplirai. Picasso avait le sens de la formule et l'agenda suit l'exemple du maître. Nous vous offrons le Palais des Beaux-Arts de Lille. Il est à vous le temps de ce 15e numéro. Entrez, prenez possession des lieux, vous êtes ici, chez vous, libre d'écouter, pourquoi pas, un opéra de Wagner. Son premier chef-d'œuvre, Le Vaisseau fantôme, se joue actuellement à l'Opéra de Lille et vous allez en découvrir les coulisses. Pour celles et ceux qui se demandent à quoi ressemblera le musée de demain, direction la salle des plans reliefs. L'avenir est assurément dans le numérique et peut-être aussi dans le respect de l'environnement. Fibre & Co, c'est un atelier créé par l'association Arcadis qui recycle les déchets industriels en mobilier design. Et pour commencer, vous tombez bien. Aujourd'hui, c'est le grand déballage au Palais des Beaux-Arts. Il faut dire que l'Open Museum va démarrer le 8 avril. Alors à chaque printemps, un artiste qu'on n'attend pas forcément dans un musée, à carte blanche. L'invité de cette 4e édition a baptisé son restaurant L'Arpège. Ça en dit long sur la sensibilité artistique de ce chef aux 3 étoiles. Et oui, après la BD et la musique, c'est la gastronomie qui est à l'honneur, avec Alain Passard qui est aussi plasticien. Et il cultive son jardin secret dans l'arrière-cuisine de son établissement parisien. À 2 pas de son restaurant 3 étoiles à Paris, Alain Passard nous reçoit dans son arrière-cuisine. Il vient d'être consacré meilleur chef du monde et il est désormais reconnu pour ses talents d'artiste. Ce printemps, le Palais des Beaux-Arts de Lille l'invite à partager ses œuvres et celles des artistes qu'il aime. Une consécration qu'il savoure avec volupté. D'inviter la cuisine française pour cet Open Museum 2017, je trouve ça fabuleux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la cuisine française a sa place dans l'art. Parce que pourquoi la main du cuisinier ne serait-elle pas une main artistique ? J'ai surtout voulu autour de moi quelque chose de très épicurien. Esthète, hédoniste. Hédoniste et exigeant, car sa cuisine et ses collages sont uniquement confectionnés avec des légumes cultivés dans ses 3 potagers, sans aucun produit chimique. Alors, donc le processus de la création d'un collage végétal. Bon, déjà, une règle, une base. Toujours travailler saison. Ça, c'est la base. Il n'y a pas d'autre chose. Je ne croise jamais un collage avec le printemps et l'automne. On est toujours dans cet espace créatif qui correspond à ce qui est dans un jardin à un moment précis. En plus des collages, Alain Passard sculpte des œuvres de caractère. Il aime réveiller les papilles et faire danser les chefs. Magicien du goût, Alain Passard sait mieux que quiconque coordonner et équilibrer les saveurs. Mais lorsqu'un tel chef est aux commandes d'une exposition, à quoi peut-on s'attendre ? Je voulais quelque chose de gourmand. Moi, ce que je veux, c'est que quand les gens partent, quittent cet Open Museum, je veux qu'ils aillent se faire une bonne table. Hein, je veux leur stimuler l'appétit. Je veux qu'en sortant, ils disent « Ah, on a faim !» On a envie de se faire un bon plat, une belle table, avec un bon verre. Ça, pour moi, si je parviens à ça, ça sera réussi. La beauté sera comestible ou ne sera pas. Ces mots de Salvador Dali illustrent parfaitement le travail artistique de Alain Passard. Régis Cotentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables de l'Open Museum, ici au Palais des Beaux-Arts de Lille. Oui. Quel excellent choix, Alain Passard. Comment est venue l'idée d'inviter Alain ?
Alain Passard, ce qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'effectivement, c'est un gourmet, c'est un gourmand, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui est véritablement à la fois ébahi de l'existence et des choses de la nature, et à la fois qui en jouit littéralement et fait jouir aussi sa clientèle. Et donc le fait effectivement de pouvoir faire réveiller toutes ces collections du Palais des Beaux-Arts par justement un choix d'œuvres qui va complètement pimenter en fin de compte la symbolique des 5 sens, ça va véritablement, je pense, donner envie au public d'aller tout de suite au restaurant après la visite au Palais des Beaux-Arts. Qu'est-ce qui vous a touché chez le grand chef ? On a l'impression vraiment que c'est quelqu'un qui, d'emblée, se projette dans ce qu'il va faire. Et comme il le dit, il parle aux légumes. Ça lui parle aussi bien quand il va l'éplucher, quand il va le cuisiner. Et évidemment, après, tout ce qui va être associé, la sauce, la fumée, la cuisson. Et donc, c'est vrai que d'emblée, on voit bien que les 5 sens sont excités. Et tout ça, effectivement, il l'exprime de façon extrêmement belle et de façon poétique. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a touché le plus chez lui. Ça vous fait quoi, vous, un homard de 2,50 m ou un tourteau de 300 kg? Ah là, oui, nous sommes à côté d'un gros tourteau, enfin deux tourteaux qui se battent. L'idée, effectivement, d'un gros homard, d'un gros tourteau, quelque part, ça dramatise, ça met en scène, comme dans le théâtre, cette envie, ce goût, ce désir de bien manger. D'où vient vraiment l'idée de l'Open Museum, cette originalité, justement? Alors l'idée même, c'est Bruno Girvaud qui l'a eue, qui, effectivement, souhaitait faire en sorte qu'il y ait une véritable, à la fois, rencontre et correspondance entre les différentes chapelles des Beaux-Arts et qui justement puissent se rencontrer et montrer en quoi ce sont des liaisons, des conjugaisons évidentes, des correspondances évidentes entre les arts qu'il faut mettre en avant parce que de toute façon l'art contemporain maintenant joue de ces correspondances et des conjugaisons. Alors l'Open Museum, c'est tous les ans. Est-ce qu'on peut savoir quel est le prochain artiste ou éventuellement le thème? Parce qu'après la BD, la musique, la gastronomie, vous avez plus ou moins déjà l'idée Oui, alors ça sera sûrement sur une thématique, sur le jeu vidéo. Alors nous contacterons plusieurs studios de façon justement à ne pas promouvoir un seul et même studio et montrer justement en quoi dans la création des jeux vidéo, ils s'inspirent aussi de l'art ancien. Ne serait-ce que l'art ancien, c'est comme un énorme répertoire, une immense bibliothèque d'images dans laquelle on puise justement pour à la fois faire référence au passé, mais aussi créer des mondes composites. On le voit bien dans les jeux vidéo, mais aussi dans l'heroic fantasy, où on mélange le Moyen-Âge avec la Renaissance, avec du 19e siècle, et puis évidemment de la science-fiction. Enfin, il y a quelque chose qui est assez magique dans ces univers complètement imaginaires, et qui pour autant donne l'impression d'être réaliste. En tout cas, on note dans notre agenda du 8 avril au 16 juillet, Alain Passard, un cuisinier qui réveille le palais. Merci Régis Cotentin. Merci beaucoup. Quand le jeune Richard Wagner embarque sur un voilier pour rejoindre Paris, il n'imagine pas qu'une violente tempête en mer va rendre le voyage difficile. Mais de ce périple va naître l'idée d'un opéra, Le Vaisseau Fantôme. 174 ans après sa première présentation en Allemagne, il est joué à l'Opéra de Lille. Cette œuvre colossale mérite bien un décor gigantesque. On vous emmène dans les coulisses. La magie de l'opéra tient en partie à la beauté des décors. Celui du Vaisseau Fantôme, de Wagner, est grandiose, gigantesque, prodigieux. Avant les premières représentations à l'Opéra de Lille, l'équipe technique nous invite dans les coulisses d'un montage exceptionnel. On a donc le décor du Vaisseau Fantôme qui est sur le plateau. Voilà, donc on peut voir la dune, ce qu'on appelle la dune, l'ancre et puis le bateau qui est assez impressionnant. Donc le bateau, il fait à peu près 15 mètres de haut. Donc c'est assez démesuré comme décor, effectivement. Là, ils sont en train de travailler sur l'ancre, de régler les petits problèmes qu'on a avec l'ancre, de trouver la bonne position, la façon dont elle se pose sur la dune. Ok, tu peux t'arrêter là. Dans un premier temps, moi, quand j'ai vu le projet et quand je l'ai vu monter à Lyon, puisque ça a été créé à Lyon en 2014, la première impression, c'est « waouh !» Comment on va faire ? L'Opéra de Lyon étant un peu plus grand, les techniciens ont ramé pour adapter ce décor monumental avec Olivier comme capitaine des opérations. Ce gigantisme, c'est du jamais vu à Lille.
Là, la dune, c'est en fait un immense gonflable. On a les turbines à air qui sont dans le premier dessous et qui envoient de l'air en permanence pour la maintenir gonflée. Et ensuite, sur l'ensemble de cette dune et toute cette pente qu'on a ici devant, on va rajouter à peu près 10 tonnes de sable. Voilà. Donc là, on a bien sûr des temps de répétition parce que les chanteurs, il faut un peu qu'ils s'habituent à cette sensation de rebondissement un peu. Voilà. La structure de la coque, c'est uniquement du bois. Voilà, c'est du bois après qui est peint en trompe-l'œil pour avoir cet aspect rouille, pour des questions de poids, parce que déjà comme ça, c'est pas mal. Donc là, cet après-midi, ce qu'on va répéter sur le service de cet après-midi, c'est le démontage du bateau qui se fait pendant le spectacle. Et on va se retrouver vraiment avec un squelette de bateau, un squelette acier, enfin dans l'apparence en tout cas, de bateau. Et donc toute cette partie-ci va se lever et les figurants vont apparaître, puisqu'ici on a le public qui est ici juste devant. Voilà. Et ensuite tout ça, au fur et à mesure, ça va partir élément par élément et disparaître. C'est ici que se trouvent les cintriers, qui sont les personnes, les techniciens qui manipulent les décors, tout ce qui vient du haut, on va dire. Voilà. Donc, à la fois ce qui est sur moteur, donc là ici on a les ordinateurs qui contrôlent les moteurs, tous les moteurs dont on parlait tout à l'heure, qui soulèvent le bateau, mais pas que, l'ancre aussi, l'escalier. Donc voilà, tout est informatisé, c'est programmé, et puis ça commande ces tambours et ces câbles qui lèvent les éléments de décor qui sont en dessous. Et tout se synchronise. Quand on a des choses comme ça imposantes, on s'éclate effectivement. Après, c'est sûr que quand on a une table et une chaise, c'est moins rigolo. On est tous fiers, là, je pense que toutes les équipes techniques, de la lumière au plateau, au son, vidéo, en passant par les costumes, le maquillage, la coiffure, on est tous fiers forcément. C'est ce pourquoi on fait ce métier, c'est avoir des choses comme ça. C'est ce qui est vraiment plaisant, c'est les défis, c'est d'y arriver, c'est de travailler en équipe, main dans la main, et puis de dire voilà, on l'a sorti, c'est présent, et maintenant on va avoir un spectacle magnifique à présenter à notre public. Visioguide, tablettes, applications. Aujourd'hui, on ne visite plus les musées sans ces outils numériques. Une véritable révolution en quelque sorte qu'a bien compris le Palais des Beaux-Arts de Lille. Alors un musée qui se réinvente et qui se renouvelle, c'est ce dont on va parler avec Florence Raymond. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes multi-casquette, vous. Multitâche. Multipasse également, c'est bien pour un musée. Vous êtes attachée de conservation au Palais des Beaux-Arts. Vous êtes également la responsable du département numérique et également du département plan relief, donc la personne parfaite pour nous parler du musée de demain. C'est quoi ce concept? C'est un beau concept qui naît aujourd'hui, et c'est pas un hasard, 20 ans après la grande rénovation du musée qui date de 1997, qui a été portée par deux grands architectes à qui on rend hommage, Jean-Marc Quibos et Myrto Vitar, qui ont apporté cette ligne tout à fait contemporaine au musée, qui est aujourd'hui une ligne qui a 20 ans, qui souhaite aussi se renouveler dans ses usages, dans ses services pour apporter quelque chose d'autre, un confort, un rapport à l'autre, une médiation renouvelée. Être ancré dans le 21e siècle. Absolument. Alors du coup, c'est quoi la première étape du musée de demain? La première étape du musée de demain, c'est la rénovation de notre atrium où nous sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire le centre du musée. C'est son poumon, on dit aussi son cœur battant, parce qu'au niveau architectural, voilà, nous sommes au centre de tout, parce que c'est un lieu qui sera tout à fait hors douane et gratuit dès lors qu'il sera rénové. C'est un geste fort, c'est une offre tout à fait forte qui va permettre de renouveler ses services, café, boutique, librairie, espace de détente, de lecture, de confort, de rêverie numérique aussi.
Après ce premier cadeau, ce sera quoi la deuxième étape? Deuxième étape, c'est la rénovation du département des plans reliefs qui se situe juste en dessous de nos pieds. Donc ce sont 2 cœurs battants qui vont se répondre et qui vont proposer aussi un rapport autre à l'objet, un objet complexe, fascinant, mais qui demande véritablement un discours renouvelé. Les plans reliefs, ce sont des trésors du musée, ça fait partie également de notre patrimoine et ils ont eu quand même une histoire un petit peu mouvementée à leur arrivée à Lille. Donc on va se souvenir dans l'agenda. Absolument. Trésor du Palais des Beaux-Arts de Lille, les plans reliefs ont une histoire bien tumultueuse. C'est une collection royale à la demande du ministre de la Guerre de Louis XIV, Louvois, qui a proposé donc d'engager la réalisation, la construction de toutes les villes qui avaient été conquises par les armées de Louis XIV. Pendant le XVIIe siècle, donc à partir de 1668, pratiquement jusqu'au début du XIXe siècle, on va construire plus d'une centaine de plans reliefs. Il s'agissait d'outils de stratégie militaire qui permettaient d'avoir donc une vue à vol d'oiseau. C'était la première fois d'ailleurs, je dirais, dans l'histoire de l'humanité qu'on avait des représentations de villes et de campagnes à vol d'oiseau. Les plans reliefs demeurent un trésor national. Leur arrivée à Lille, sous la pression de Pierre Mauroy, alors Premier ministre, avait déclenché une véritable tempête. Le 17 janvier 86, les premières maquettes arrivent à l'Hospice général de Lille. Un transfert qui soulève une levée de boucliers. Indignation des associations de défense du musée des plans reliefs à Paris, protestation des élus de la mairie de Paris. Au-delà de cette polémique, l'histoire du plan relief de Lille est encore plus romanesque. Volé par les Prussiens en 1815, il a été exposé à Berlin sur un plan vertical, avant de subir les bombardements de 1945, puis d'être restitué à la France en 1946. Il avait perdu, compte tenu de sa présentation verticale, pratiquement tous les gros bâtiments. Il a été nécessaire de conduire une restauration. Et on a pris un parti tout à fait original, c'est de ne pas restituer à l'identique, en tout cas tel qu'il devait être, les bâtiments. Là, on a choisi de les garder de façon neutre et gris, de manière à ce qu'on voit ce qui n'était pas d'origine par rapport au plan relief de l'Ancien Régime. Ces plans sont extrêmement fragiles. Ils sont faits en bois, en papier, en soie, donc autant de matériaux qui réagissent à la température, à l'hygrométrie, c'est-à-dire la quantité d'humidité dans l'air. Voilà, ça, ce sont des exigences qui font que on peut avoir cette petite frustration qui est que voilà, on trouve qu'ils ne sont pas suffisamment éclairés. Alors, nous nous lançons dans une grande rénovation qui va nous permettre, on l'espère, enfin de répondre à cette frustration qu'on a, qui est peut-être celle de se cogner contre la vitre. Là, peut-être qu'un outil numérique va nous permettre de rentrer à l'intérieur du plan, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Ça donne envie, on a envie d'être directement dans le futur et de s'immerger dans les plans reliefs. Alors ça va se passer comment pour le visiteur? On aura des casques virtuels, on peut le savoir un petit peu ou pas? Alors on est vraiment dans la phase de conception, c'est presque la plus belle phase puisque tout est encore possible, les choix sont ouverts et qu'on va chercher vraiment le meilleur pour que la distance réelle et symbolique entre l'objet et le visiteur soit tout à fait la plus petite possible à l'issue de cette rénovation. Donc oui, pourquoi pas de la réalité virtuelle augmentée, de la cartographie interactive. L'idée, c'est de ne pas être dans un rapport gadget, si je puis dire, à la médiation numérique. C'est pas l'objectif. L'idée, c'est vraiment d'apporter ce qui pourrait manquer à la visite en fonction davantage, sans doute, de ce que le visiteur attend d'un lieu comme celui-ci. Alors ce projet de musée de demain, ça a forcément un coût, c'est un gros chantier. Vous avez des mécènes, des partenaires? Nous avons des mécènes, nous avons des partenaires, nous avons un grand mécène, la Fondation Crédit Mutuel Nord-Europe, qui a été une forme d'accélérateur du projet, ce à quoi voilà, des subventions de l'État, des partenaires publics viennent s'agréger pour former un tout, et où les partenaires et partenaires d'innovation aussi sont très présents. Et vous avez aussi lancé une campagne de financement. Campagne de mécénat collaboratif qui cherche à lever des fonds pour justement la rénovation du plan relief de Lille et créer une communauté favorable, une communauté d'ambassadeurs pour favoriser une belle et grande rénovation.
L'objectif de tout ce bel et grand effort que l'on est en train de former pour améliorer l'accueil, fondamentalement, c'est bien cela qu'on recherche, tous ces dispositifs seront intégralement gratuits. C'est important. Oui, c'est important. C'est important. Alors on invite vraiment tout le monde à venir au Palais des Beaux-Arts. Le printemps, c'est une belle saison pour découvrir si vous n'êtes déjà pas venu. Et puis aussi, dépêchez-vous parce que les plans reliefs seront visibles jusqu'à l'année prochaine. Oh oui, c'est encore ça une belle année pour les voir. Après, il faudra attendre décembre 2018. Merci Florence Merci à vous. Donner une seconde vie à ce qui existe déjà, ça s'appelle le recyclage et c'est une forme d'art de plus en plus appréciée. Arcadis, c'est une association qui aide les jeunes travailleurs à s'insérer et dans leur atelier Fibre & Co, les déchets industriels sont transformés en mobilier urbain. L'agenda aime les actes engagés qui préservent notre environnement tout en le rendant plus beau. Direction Roubaix. Des meubles made in Roubaix, uniques, éthiques et écologiques. Voilà comment résumer le projet Fibre & Co. Lancé par le foyer d'accueil Arcadis, il permet de former et de salarier 10 jeunes en insertion. De l'autre côté, c'est bon. On travaille à partir de palettes qui est utilisée en fait par les industries pour du transport. Et nous, on se sert du bois comme matière première pour le recycler, pour en faire des meubles. Et nous, on débarrasse les palettes qui normalement sont jetées et incinérées. Nous, on les recycle. On travaille avec des entreprises ou proches de Roubaix ou à Roubaix même. On essaye de rentrer dans une économie qui soit circulaire en fait, et de proximité, et d'écologie, et d'insertion. Fibre & Co a développé un partenariat avec plusieurs entreprises pour récupérer également des meubles invendables qui seront valorisés par les salariés. Donc on est sur plusieurs types de projets. En fait, on travaille et avec les collectivités et avec des clients particuliers. Donc on répond à toutes sortes de commandes. Là, ils sont en train aussi de travailler sur un poulailler, commande d'un particulier, qui veut faire d'un poulailler une maison Alice au Pays des Merveilles. Là pour l'instant on n'a que la structure, mais les murs vont être de biais. Et ça, on va avoir une grande toiture avec une cheminée. Le travail d'équipe. Angélique a des connaissances que moi j'ai pas, que Aziz a des connaissances que Coco a pas ou n'importe. Et derrière on vient à nous tous en fait on fait un bloc. Nickel. Là on règle la tension avec les vis qui sont là. Donc on va dévisser ici. Ça va permettre de le tendre pour qu'il soit ici en tension et lui aussi en tension. Donc tu vas dévisser celle-là. J'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans. Je suis sorti du lycée, j'ai travaillé tout de suite en tant que magasinier cariste. J'ai été à l'armée, j'ai fait 6 mois d'armée. Et je suis revenu ici et pendant 2 ans, j'ai rien fait en fait. Parce que j'étais en train de me chercher moi-même. Et quand Fibre & Co m'a appelé, m'a proposé ce projet, c'est exactement pile poil dans quoi je veux tomber. Parce que de 1, ça me permet de me remettre sur pied, de reprendre confiance en moi, d'avoir trouvé un nouvel objectif, c'est-à-dire de pouvoir créer des choses de mes propres mains sans rien demander à personne. Juste en trouvant une palette, un clou, un marteau, c'est bon, je peux faire un œuvre. Et puis derrière, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis aussi de comprendre que je peux être vendeur dans une grande boîte. Car si le projet Fibre & Co s'appuie sur le travail du bois, le véritable but, c'est d'aider chacun à trouver sa voie, quelle qu'elle soit. Je vais ranger de la vaisselle dedans, comment je la dispose, j'en mets dessus, comment je fais pour qu'elle tombe pas. Peut-être qu'il y a un petit rebord, ou comment je protège le support. Commencer à réfléchir à comment on utilise tout ça. Et mettre une planche comme ça, à la même épaisseur. Je vais te montrer comment il fonctionne cet outil. Parmi les bénévoles qui participent au projet, Simon, architecte, offre une formation sur des logiciels de modélisation 3D. Ton curseur, tu l'accroches à un angle et ça va bloquer, tu vois. Voilà, et là tu as la bonne dimension. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils partent d'un dessin jusqu'à un produit fini et c'est vraiment valorisant en fait. C'est valorisant. Il y en a même certains qui m'ont dit je pensais pas que j'allais pouvoir arriver à une finalité comme ça et ça les regonfle en fait pour aller aussi plus loin dans l'avenir et d'avoir reconfiance en eux, de reprendre une formation,
de retrouver, de se dire ouais, mais en fait, j'en suis capable, quoi. Le printemps a commencé et cette saison est encore plus propice à la culture. Alors voici les coups de cœur de l'agenda pour le mois d'avril. S'il y a une expo à ne pas manquer, c'est celle de la condition publique de Roubaix. Street Génération, 40 ans d'art urbain, c'est à découvrir dès aujourd'hui et jusqu'au mois de juin. S'il y a un spectacle à ne pas louper, c'est celui du Béjart Ballet Lausanne. Le diptyque Piaf Anima Blues revient au Colisée de Roubaix après le succès de 2015. C'est incontournable quand on sait que l'année 2017 marque les 30 ans du ballet et les 10 ans de la disparition de Maurice Béjart. S'il y a une séance de cinéma à ne pas rater, c'est la projection du film Le Cirque de Charlie Chaplin. Tout simplement parce que ce petit chef-d'œuvre d'humour et de poésie est accompagné d'un concert live. La musique, composée par Charlot lui-même, sera interprétée par l'Orchestre National de Lille sous la direction de Franck Strobel. Et s'il y a un public à ne pas oublier, c'est le jeune public. Alors pour vous, le Ciné Movida d'Arras projette les premiers films de Walt Disney. Alice Comédie, c'est du 5 au 16 avril. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel agenda et rendons aux Beaux-Arts ce qui appartient à Passard. Bon, cette citation, elle est de moi, mais Dali aurait sûrement apprécié car il disait « Ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais, c'est QFD ». C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.